Hello à tous et bienvenue sur le Book Club du podcast du Cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons plonger ensemble dans l'univers des livres et de l'écriture, mais pas que. Nous avons hâte de partager avec vous nos coups de cœur littéraires, nos auteurs préférés et nos recommandations qui, nous l'espérons, vous inspireront. Que vous soyez un lecteur assidu ou que vous cherchiez simplement une nouvelle lecture, il y en aura pour tous les goûts. Prêt à nous écouter ? Alors c'est parti. Bonsoir à vous, chers membres du Book Club. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? En cette nouvelle année, bonne année d'ailleurs à ceux qui écoutent le Book Club. Mais oui, meilleurs vœux. Plein de choses. Surtout de belles lectures. Le principal. Tout à fait. Pour ce 13e numéro, et oui, le chiffre 13, ça porte bonheur les gars. N'oubliez pas, en ce mois de janvier 2026, où les galettes des rois prolongent un peu l'esprit des fêtes, nous avons choisi le thème passionnant de la royauté et tout ce que cela implique. Nous avons hâte de vous faire découvrir plusieurs romans fascinants qui s'inscrivent dans celui-ci. Alors, comme vous vous demandez sûrement quel livre nous allons explorer ensemble dans cet épisode, nous allons commencer par Aurore. Oui, alors pour cet épisode, j'ai lu Le voleur de la reine de Megan Wayland Turner. Donc le tome 1, Le voleur, qui est chez Monsieur Toussaint l'ouverture, qui est vraiment beau d'ailleurs, vraiment magnifique. J'adore leur réa à chaque fois, ils font des superbes couvertures. Ouais. Et alors pour résumer, donc c'est genre fantasy, comme vous vous doutez, on va parler d'un voleur. Et ce qui est super sympa, c'est que on va suivre en fait ce voleur pendant tout un trajet. Durant lequel on lui dit qu'il doit voler quelque chose. Et ça que j'ai vraiment adoré, c'est que c'est pas forcément ce qu'il vole qui va vraiment compter, ni forcément la manière dont il va s'y prendre, c'est plutôt tout le trajet et toutes ses pensées. Les points forts du bouquin, c'était vraiment l'humour qu'il y avait. J'ai beaucoup rigolé. J'ai trouvé ça très facile à lire, très léger. Il est pas très long, hein. Il fait 250 pages, il me semble. Ah oui, 260. Ah oui, vraiment très rapide à lire. Et en plus, d'après ce que j'ai compris, j'ai pas encore lu le tome 2, je l'ai pris. Et le tome 3 va bientôt sortir. Cool. Le plus, c'est que je crois que ce sera en 6 tomes et que les tomes peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Sauf que c'est mieux de les lire dans l'ordre. Mais ils peuvent se lire indépendamment. Donc voilà. Il était vraiment top. Je recommande vivement et je vais pas en dire trop, mais entre des petits complots politiques et en même temps la dynamique de groupe et en même temps toujours l'esprit du personnage que j'ai adoré. Pour moi, il était nickel. Petit coup de cœur. Et quand tu disais qu'on pouvait les lire tous séparément, ça veut dire que ce sera un point de vue d'un personnage que tu vois dans les autres ou c'est des personnages différents à chaque fois ? Alors, pour le moment, j'ai pas encore commencé le tome 2, donc je suis pas tout à fait sûre. Mais je sais que c'est comme ça que, en fait, il y a un nouveau point de vue à chaque fois. Et du coup, on va élargir l'univers. Donc, il y aura un point de vue différent et surtout, on va, je pense, changer de pays. Le deuxième tome s'appelle La Reine d'Atoli. Donc, il est possible que ce soit sur La Reine d'Atoli la suite. Et le voleur, il se déroule où ? Le voleur, tu veux dire la localisation ? Oui, parce que si l'autre est à Atoli, par exemple, celui-là, il est... C'est durant le trajet entre deux pays. Voilà. Donc, entre le point de départ, là où le voleur était enfermé, avant de passer un pacte avec un homme du gouvernement pour aller voler quelque chose. Donc, il va voler quelque chose d'involable contre sa liberté. Et ensuite, ça se termine à l'endroit où il doit voler cette fameuse chose. Mais c'était très sympa. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. J'avais pas lu le résumé avant de l'ouvrir, donc j'étais très contente. Et c'est un livre qui a été écrit il y a longtemps ou c'est quelque chose qui est récent ? Parce que je sais que Monsieur Toussaint l'ouverture republie souvent des vieux classiques. Donc du coup, c'est un classique celui-là ou c'est un roman récent ? Alors, pour moi, il est récent. Moi, je l'ai lu quand j'étais ado. D'accord, donc c'est c'est ma série préférée du monde. Allez, peut-être à égalité avec l'Assassin Royal. D'accord. C'est génial. Ils sont top. Et ça change de point de vue. T'as dit, tu vas te régaler. Hein. Ok. Ah, mais c'est génial. Ça se recoupe quand même entre les... Ça se recoupe, ouais. Ça se recoupe. Mais ça ne vient pas dévoiler l'intrigue de l'autre. C'est ça. C'est très bien fait.
Déjà, Ok. tu vois dans le tome 1 que, niveau twist et niveau construction, il y a une richesse qui est incroyable, alors que le ton est simple, un peu ado, quoi. En D'accord. fait, il y a un sacré... Et le world building aussi, quoi. Désolée, Ok. Aurore, je te vole ton titre. J'adore cette série. Mais non, mais ça fait trop plaisir. Surtout que moi, j'avais pas du tout. Je sais que Toussaint Louverture republie généralement des anciens textes, mais comme j'en avais pas du tout entendu parler, justement quand j'étais, même parce que nous, il est en adulte, il est pas du tout en jeunesse, mais c'est vrai que ça pourrait très bien correspondre à un titre de jeunesse en fait à la librairie. Ouais, je pense qu'il Vraiment. passe très bien pour du jeune adulte. Rien de trash. Et rien de compliqué à comprendre dans l'intrigue. Parce que Ah la non, pas plupart du du tout. temps, les livres sur la royauté, fou, fou, fou. Bah, en tout cas, pas dans le Moi, tome j'avais 1. pas trouvé. Je les ai. Ouais, en plus, je les avais lus en anglais et je parlais Ah pas ouais. en En anglais. plus, Enfin, j'avais peut-être pas tout compris. Je l'ai relu du coup. Je l'ai relu de Toussaint Louverture en français pour voir si j'avais tout compris. Et t'avais tout bien compris? T'avais tout À suivi? peu près. Ça va. Bon, bah écoute, on va noter Le Voleur. Et le tome 2, il s'appelle comment, tu m'as dit? La Reine d'Atoli. La Reine d'Atoli. Ok, Ouais. 6 tomes. Ça me fait penser un peu à McDowell, tiens. Tous les tomes qui se suivent les uns derrière les autres et qui sont dans le même univers, entre guillemets, mais qui parlent d'autres personnages. Et c'est des classiques, entre guillemets, parce qu'on peut appeler ça des classiques maintenant. Des livres des années 80, ça fait classique pour notre génération. Tiens, si on pouvait étudier Michael McDowell en cours, mais franchement, ce serait pas un classique de luxe. Bon, bref. Ok. Mais- Et ben, on va passer à toi, Camille. De quel livre vas-tu nous parler qui parle plus ou moins autour de la royauté? Ah non, et franchement, j'étais dans le thème. Ok, cool. Moi, j'ai choisi La Morsure des Roses, qui est de Christophe Guillemin et qui est édité chez Nemos. Je sais pas si vous avez lu ou pas. Je crois que c'est l'auteur de L'Enterrement des étoiles, non? Oui, il est connu pour Bravo. celui-là, ouais. Ouais, je crois que Ok. c'est son deuxième. Exactement, ouais. Ok, donc je Et, vois à peu près la plume. Voilà, alors, c'est le truc que j'ai pas aimé. Je vais Mince. pas commencer par là parce que De mémoire, oui, c'est un peu spécial. c'est très spécial et je m'y attendais pas du tout parce que, bon, alors, franchement, je consomme pas mal de Nemos et de Naos et je me suis dit que c'était un petit peu dans la même continuité. Et c'est vrai qu'il y a des points super cohérents avec les univers d'habitude. L'univers est super dense. On est vraiment dans le thème de la royauté, donc on suit. On a 5 sœurs. Voilà, traitées de manière privilégiée. On comprend qu'elles sont des filles de Dieu. Et donc, il y a tout ce côté mythe, un peu histoire universelle. Elles sont éloignées de la civilisation et il y a des sortes d'un peu de pouvoir liées à chacune, un peu comme, on pense beaucoup à la Grèce antique, à des références comme ça quand on lit, et à d'autres mythologies. Hein. Je pense que moi j'y pense parce que c'est ma ref, mais donc c'est très lié aux mythologies, mais voilà, il y a cette histoire de royaume parce qu'il y en a une d'entre elles qui récupère un royaume et il va y avoir des petites guerres, voilà, pour qui va prendre le pouvoir, etc. Et l'univers est hyper étoffé parce qu'il y a des petites touches d'absurde, de fantastique, de magie, un peu de partout. Et ça, moi, j'ai adoré. La protagoniste, on sait jamais trop ce qu'elle va faire. D'une certaine manière, elle est un peu simple, mais elle est un peu naïve, mais elle fait des trucs toujours un peu surprenants. Les péripéties sont vraiment denses, elles s'enchaînent. On s'ennuie pas du tout. Ok. Pour le coup, je l'ai lu vite. Je me suis régalée. Mais j'ai pas du tout aimé la plume. Ça m'arrive mince. rarement. Je suis assez bon public des styles et tout. Mais les dialogues ont un mélange de très formel et très informel et c'est pas forcément lié au personnage. C'est un peu... il y a des mélanges dans les mêmes répliques. En fait, on sait jamais trop si on est dans le passé, si on est dans un truc un peu contemporain. Voilà, c'est une sorte de réécriture de contes et de mythes, mais qui vient pas rentrer dans aucun code. D'accord. Et c'est à la fois super chouette et à la fois il y a des fois où je haussais un peu les sourcils. Je me disais, c'est quoi cette formulation? J'imaginais pas quelqu'un dire ça et donc ça me déconnectait un peu
de l'histoire. De l'histoire. Ouais, un peu comme quand tu prends du recul, puis tu sors, tu te rends compte que tu lis, quoi. Alors que t'avais oublié que... donc voilà, j'ai quand même beaucoup aimé. Mais c'est vrai que je recommanderais avec cette petite point d'attention que il y a des gens qui sont sensibles à ce genre de plumes. Moi, c'est vrai que je relirais pas forcément dans le même style à cause de la plume. D'accord. Voilà. À cause de la plume. Ouais. Okay. Même en et étant, entre guillemets, vacciné. Alors non, pas à ce point, parce que pour le coup, je suis allée me renseigner un peu sur son autre bouquin, là, L'enterrement des étoiles, et le pitch me tente à fond, et donc je serais quand même capable d'en lire un autre et de passer outre la plume, mais au moins je serais prévenue. Oui, voilà. Et c'est pas voilà, c'est pas bloquant, mais c'est vrai qu'il y a des fois où ça faisait un peu il y a des fois ça faisait un peu conte pour enfants même, et d'autres où c'était pas très naturel sur les dialogues, et donc ça manquait un peu d'uniformité. Ça te sortait du truc. Mais c'est complètement personnel, je pense que ça dépend de ce que tu as l'habitude de lire aussi. Moi, je lis beaucoup d'adultes déjà. Des trucs plus sombres aussi. Enfin, quoique, il y a des trucs un peu gore des fois. Hein. Dans celui-là. Non, il est vraiment... il est dans tous les extrêmes, en fait. D'accord. Ok. Mais du coup, ouais, c'est un sacré objet de curiosité. Enfin, moi, ceux qui aiment bien, voilà, qui sont un peu aventuriers et aventurières, qui aiment bien sortir de leur zone de confort, voilà, c'est garanti. Ok. Eh ben, écoute, on va noter. Merci Camille pour ce retour très intéressant de La morsure des roses qui donne, malgré la plume, envie de découvrir l'histoire. Et nous allons passer maintenant à Amélia. Quel livre as-tu choisi pour parler de la royauté ce soir ? Alors, j'ai choisi un livre qui a le mot reine dans le titre, qui a une couronne dans la couverture et qui parle d'une princesse qui veut récupérer son trône. Je pense que je suis dans le thème. C'est pas mal. Alors, pour ma part, du coup, j'ai lu La Reine enchaînée de Marine de Cadenet. Le tome 1 est Le Paria et l'Égorgeur, et c'est édité chez Nisha, etc. D'accord. Et oui, alors déjà, je commence l'année avec un titre un petit peu violent à l'oreille. Tout à fait. Le Paria et l'Égorgeur. On commence bien, allez. Effectivement. Ça promet. Et le titre est un peu violent, mais en même temps, le roman, il est... si je puis me permettre l'expression, bien énervé aussi. J'ai bien aimé, et d'ailleurs on voit ça dès la 4e de couverture qui commence. Je vais pas tout lire, mais juste pour donner l'ambiance, voilà, le ton, l'ambiance. La 4e de couverture commence par « Comment pourrait se venger une princesse malmenée dans un monde où la magie est interdite aux femmes ? Dans le royaume d'Illudor, les hommes se sont arrogés la magie. Les femmes, elles, sont privées de leurs dons à la naissance par l'irréversible et cruel rituel du cordon. Celles qui y échappent sont persécutées et brûlées sur la place publique. » Wow. Voilà. Effectivement. La chasse ça met dans le bain. Commençons bien l'année. Ok. Bah, vas-y. Fais-nous ton retour sur ce épatant roman. Alors, c'était franchement génial. Dans ce cadre super sympathique, on suit une princesse, la princesse Némésis, et alors que le roi vient de mourir de façon soudaine et mystérieuse. Dans la logique de cet univers, le trône ne peut revenir qu'à un homme qui manipule la magie. Dommage, le roi n'a que des filles. Ah oui. Mince. Dont Némésis qui est l'aînée. Et elle cache autant de colère vis-à-vis de plein d'événements passés et cette mort, et aussi de la magie. Autant dire qu'elle a envie du trône. Dans le même temps, il y a un mystérieux fléau qui frappe le royaume, donc l'Égorgeur, qui est dans le sous-titre de ce tome, qui assassine des mages. J'en ai parlé dans l'épisode où on parlait de comment on choisissait nos lectures, et moi, quelque chose que j'aime, c'est quand dans la 4e de couverture, on promet que 2 personnages qui ont des objectifs différents ont une trajectoire qui se rejoint. D'accord. Là, c'était le cas, et j'ai énormément aimé, parce que oui, la princesse et celui qu'on appelle l'Égorgeur vont faire une rencontre en fait, qui est assez intéressante. Comment dire, on a un duo de personnages qui
qui n'est pas fixé sur le spectre noir-blanc déjà. Ça va évoluer au cours du roman, mais il n'y a pas de noir-blanc, même si on dit que la princesse, elle est hyper remontée. Et que l'égorgeur, même s'il a un titre extrêmement violent, on peut pas non plus le placer sur le spectre tout à fait sombre. On a un tandem qui est assez puissant. Pas parce qu'il a de la force au sens littéral, mais parce que Némésis est pleine de rage, on l'a dit. Le contexte promet en fait qu'elle va chercher la vengeance, etc. Et qu'on est clairement sur une female rage. Mais la rencontre avec celui qu'on nomme l'égorgeur, ça va exacerber des deux côtés des personnages des émotions, des convictions et des désirs. Je note juste, je ne parle pas de désir forcément amoureux. Ok. Et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'effectivement, le sens de l'ambition et de la volonté refoulée, il est mieux que le mot désir pour définir en fait ce que va faire ressortir cette rencontre dans ce duo. Quand on regarde la mythologie grecque, Némésis est la déesse de la justice, de la vengeance, et je trouve que la princesse, elle incarnait vraiment ça. On parle d'un combat pour réhabiliter un peu les femmes, le droit à la magie, le droit au trône, le droit à vivre tout simplement pour pas être persécuté, etc. Et que y a plein de messages en ce sens dans le roman, mais c'est pas... c'est assez subtil en fait. On a une situation qui pourrait être un peu cliché, une femme dans une espèce de chasse aux sorcières, etc. Mais je trouvais que c'était un peu plus subtil que ça dans la façon dont c'était incarné par notamment le personnage de Némésis. Et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Ok. Aussi, l'autrice ne présente pas cette duologie comme une romantésie, donc une romance dans le cadre d'un univers fantasy. Et je trouvais ça mieux, en fait, parce que oui, on a un homme et une femme qui vont se rencontrer. Oui, la collaboration va forcément les rapprocher un minimum parce qu'ils vont devoir collaborer, etc. Mais que oui, le fait que ce soit pas une romance pure, c'était plus intéressant parce que en fait l'autrice elle les met ensemble, mais surtout pour affronter des sentiments qui vont vraiment les prendre au trip à chaque fois. Et que elle va surtout souligner le fait que l'intrigue, ça va les pousser à découvrir ensemble et instrumentaliser, réfléchir sur ce qu'ils vont ressentir face au pouvoir, face aux situations qu'ils vont rencontrer. Et franchement, c'était mieux qu'une romantésie où c'est un homme et une femme, ça veut dire qu'à la fin ils finissent ensemble. Enfin, je grossis le trait et je ne moque absolument pas les auteurs de romantésie ou les personnes qui lisent de la romantésie. Je le ressouligne parce que je peux paraître critique un peu, brut de pomme et méchante, mais en fait non, pas du tout. C'est juste que effectivement dans ce cadre-là, je trouvais ça plus intéressant d'avoir choisi de pas en faire une romance en fait. Je trouvais ça vraiment mieux que ce soit plus se pencher sur les personnages et sur les combats qu'ils vont faire dans l'univers et la société magique donc dans lequel ils sont. Et enfin, j'ai beaucoup aimé la plume qui était il n'y a pas un style extrêmement visible. Enfin, c'est pas extrêmement littéraire ou extrêmement amer. C'est pas extrêmement acide ou quoi. C'est juste une plume qui est vraiment maîtrisée. On va droit au but. Elle est bien dosée dans les détails. Par exemple, le world building, on sent qu'il est là, qu'il est clair, qu'il encadre les personnages, mais en même temps, on nous en fait pas des tartines. On nous en fait pas. Enfin, c'est pas extrêmement lourd. Il est précis, mais il est pas extrêmement développé. Donc, ça permet de se rester sur les personnages. Et moi, j'ai aimé ça. Je sais que j'ai lu des avis lecture qui disaient que ça manque un peu de fantaisie et de lore. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc, voilà. Pour mon avis, j'ai trouvé ça super. Ok. Donc, moi, je reste sur une super lecture et je continuerai volontiers le 2e tome de cette duologie. Qui s'appelle ? J'ai plus le sous-titre. Ah, mince. Désolée. Pas grave. Désolée. On t'interrogera une autre fois. Pas de souci. Je peux pas être une bonne élève partout. Ouais. C'est ballot. Mais oui, je l'ai pas noté là. Bon, t'inquiète, c'est pas grave. Donc, c'est La Reine enchantée. Enchaînée, ça peut marcher aussi, mais enchaînée, c'est mieux pour une female rage de Marine Cadenet. De Cadenet. Ok, c'est noté. Eh ben, écoutez, on va passer
Au mien de livres. Alors, je ne sais pas si je rentre dans la catégorie la royauté. Je ne pense pas. Pas du tout même. Je me suis fait prendre par le titre. J'ai cru qu'on allait parler un peu de la royauté, des complots de cour, etc. Mais ça va bien au-delà de ça. Donc, je vais vous dire le livre que j'ai choisi, qui est le tome 1 de la série L'Empire d'écume. Donc, ce tome 1 s'appelle La fille aux éclats d'os de Andrea Stewart, publié chez Big Bang. C'est un roman du genre fantasy. Et pour le résumer, dans un empire contrôlé par la magie d'os, ou d'os, comme vous voulez, Lynn, la fille de l'empereur, va devoir lutter pour réclamer son droit au trône. C'était cette phrase-là qui m'a fait penser, en fait, que je rentrais dans le thème de la royauté. Sur toutes les îles de l'Empire, on prélève sur chaque enfant un éclat d'os derrière l'oreille, lors d'un rituel trop souvent mortel. Depuis son palais, l'empereur utilise ces précieux fragments pour créer et contrôler de redoutables chimères animales, les concepts, qui font régner la loi. Mais son autorité vacille et partout, la révolte gronde. Sa fille, Lynn, a été privée de ses souvenirs par une étrange maladie et passe ses journées dans l'immense palais plein de portes closes et de noirs secrets. Pour regagner l'estime de son père, elle décide de se lancer dans le périlleux apprentissage de la magie d'os, une magie qui a un prix. Alors que la révolution vient frapper aux portes du palais, Lynn devra décider jusqu'où elle peut aller pour reconquérir son héritage et sauver son peuple. Donc, comme vous avez pu le constater dans le résumé, on n'est pas vraiment dans de la royauté pure et dure. On est plutôt sur des personnages très individuels, mais qui vont œuvrer pour le collectif. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas des complots pour se tirer tous dans les pattes. Donc, moi, c'est un livre que j'ai quand même beaucoup aimé. Ça m'a captivée et j'ai vraiment hâte de me plonger dans les 2 tomes suivants. Donc, il y a que 3 tomes, si je me trompe pas, qui vont me permettre de découvrir ce qui attend nos personnages au fil de cette trilogie. Donc, en gros, comme je vous disais, on n'est pas dans un récit d'intrigue de cour au sens classique, mais plutôt face à un empire en pleine déliquescence, miné par l'indifférence de son empereur et par un système injuste contre lequel le peuple commence à se soulever. C'est donc l'histoire du peuple dont on parle vraiment, en fait, dans ce roman. L'univers, composé de multiples îles, est riche, vivant et surtout traversé par une magie des eaux aussi fascinante que dérangeante, puisque les éclats sont prélevés sur les jeunes enfants. Ces éclats vont permettre, grâce à la magie, d'animer des concepts qui sont un peu comme les créatures du docteur Frankenstein. C'est des créatures artificielles qui sont assemblées à partir de différents bouts, oui, des différents bouts d'animaux. Et cette magie puise directement dans la force vitale des individus dont on a prélevé l'éclat d'os à un moment ou à un autre de leur enfance, qui vont donc être pas forcément utilisés tout de suite, mais qui vont être utilisés quand l'empereur en a besoin. Et donc, quand cette magie est activée, elle prend en fait la force vitale des gens à qui l'éclat d'os appartenait. Donc, ce point est assez présenté assez tôt, donc je vous spoil rien du tout dans le roman. Ça constitue vraiment la base des tensions politiques et sociales qui traversent l'histoire. Ce problème de prélèvement des éclats d'os et du coup la vitalité des gens derrière qui s'amoindrit. Donc le récit nous propose 4 points de vue, chacun apportant un éclairage essentiel sur les enjeux de l'Empire, et j'ai quand même énormément aimé. Alors au début, j'ai eu du mal parce que c'est quand même assez dense. On rentre quand même dans un univers où il faut qu'on apprenne les codes et les principes. Et passer à travers 4 points de vue au départ, c'est un peu dur. Puis en fait, on se rend compte que chaque point de vue a son rôle vraiment à jouer dans l'histoire, dans cette révolte du peuple ou dans cette transformation qu'on aimerait apporter à cet empire. Donc on a d'abord Falu, qui est la fille du gouverneur de l'île de Nephilanu, ou Lanou, qui voit ses certitudes bousculées par Ranami, sa compagne, qui l'expose à la réalité de l'île, pauvreté, maladie, exploitation. Falu doit alors choisir comment se positionner face au système qu'elle a toujours accepté. Donc vraiment, on part
du gouvernement entre guillemets parce que c'est la fille du gouverneur, et on va vers le peuple. C'est vraiment une histoire de peuple. Vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que je vais vous parler rapidement des points de vue qu'en fait on est vraiment dans le peuple. Ensuite, on a Lynn qui elle est la fille de l'empereur qui doit prouver qu'elle mérite de lui c'est la fin de la journée, ça craint du boudin. De lui succéder. Tu vois, il y a pas que le mot exacerbé qui est dur à dire, il y a aussi succéder. Donc, je reprends. Lynn, la fille de l'empereur, doit prouver qu'elle mérite de lui succéder. Placée en concurrence permanente avec Bayan, ou Bayan, le fils adoptif de l'empereur, leur père les oppose dans une quête pour récupérer toutes les clés au sein du palais, censées leur ouvrir toutes les portes du palais, parce que toutes les portes dans ce palais sont fermées. Tant que t'as pas la clé, tu peux pas ouvrir la porte. C'est ballot. En parallèle, Lynn se bat pour retrouver ses souvenirs perdus, condition sine qua non de la confiance de son père l'empereur. Cependant, au fur et à mesure qu'elle va retrouver ses souvenirs et qu'elle va avancer dans la recherche de ses clés et de ses découvertes, ça va la pousser à réfléchir sur ce qui se passe vraiment dans le palais dans lequel elle vit et le type d'impératrice, le genre d'impératrice qu'elle souhaite devenir si elle arrive à succéder à son père. Ensuite, on a le point de vue de Jovis, qui est un ancien marin impérial devenu contrebandier qui consacre sa vie à retrouver Emala, sa compagne disparue à bord d'un mystérieux bateau au voile bleu. Mais un jour, son chemin croise celui d'enfants destinés aux tribus des éclats d'os. Malgré son objectif initial, il choisit d'en sauver un, puis plusieurs, et se retrouve partagé entre sa quête personnelle pour retrouver sa compagne, l'amour de sa vie, et une cause qui le dépasse, mais qui pourrait peut-être changer le sort de l'Empire. Et ensuite, on a Sable, qui vit sur une île isolée, au cœur d'un étrange quotidien, où personne ne semble se souvenir de quoi que ce soit au-delà de la journée précédente. Après une chute, elle commence à se questionner sur cette routine, à chercher la vérité sur sa présence, parce qu'elle comprend pas d'où elle vient, ni comment elle est arrivée là, ni d'avoir des souvenirs autres que la veille dans cette île. Et elle va bousculer un peu aussi les autres habitants de l'île, les questionner pour savoir eux aussi ce dont ils se souviennent et comprendre ou pas la véritable nature de cet endroit qui n'est que apparemment paradisiaque. Alors oui, mon avis est dense. Mais l'univers est tellement riche qu'il me paraissait difficile de faire plus court. Et j'ai trouvé que ces 4 voix sont très bien utilisées par l'autrice et sont indispensables pour comprendre l'ampleur des enjeux et l'évolution du monde qu'elle a créé. Les 2 autres tomes, comme je vous ai dit, m'attendent déjà et je suis impatiente de découvrir la suite. Donc là, si on revient sur le sujet de la royauté, on n'y est pas trop. Ou alors c'est une royauté populaire. C'est le peuple qui cherche plutôt à... T'as quand même tes protagonistes qui sont quand même issus du gouvernement, non? De la royauté et de... Alors, il y en a que 2, en fait, en vrai, parce qu'il y a que Falu, qui est fille du gouverneur, qui est donc la fille de quelqu'un d'important dans la royauté, enfin, une sorte de royauté. Et Lynn, la fille de l'empereur. Oui. Parce qu'après, Jovis, c'est un ancien marin. Il est devenu contrebandier, donc une sorte de pirate. Et Sable, elle sait pas qui elle est, ni d'où elle vient, ni où elle va, ni ce qu'elle doit faire, mais elle sent que les choses sont pas très claires et qu'il faut qu'elle comprenne. Mais on sait pas d'où elle vient. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais si les 4 voix vont... Pardon. Est-ce que tu sais si les 4 voix vont dans les autres? Alors je sais que sur le tome 2, j'ai vu que j'ai la version reliée pour le tome 2 et il y a Lynn qui est en dessin sur les pages de garde. Et là tout à l'heure, j'ai reçu le tome 3 et j'ai feuilleté et j'ai bien revu les mêmes points de vue, mais j'ai vu qu'il y avait d'autres noms et de nouveaux personnages. Mais je pense qu'on va rester, j'ai pas plus de précision sur ça, mais je pense qu'on va rester sur ces personnages parce qu'en fait, chacun a un point de l'Empire avec sa propre vie, son passé et les choses qu'il ressent par rapport à ce que l'empereur leur fait subir, en fait. Et chacun amène sa pierre à l'édifice et c'est plus un roman du peuple qu'un roman de la royauté. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé. Mais bon, l'Empire d'écume m'a
m'a perdu et m'a permis quand même de découvrir une sacrée chouette histoire parce que j'ai quand même acheté le tome 3. Donc, voilà. Enfin, le tome 2 m'attendait. En fait, je suis tombée sur le tome 2 dans un Easy Cash en occasion. Je me suis dit, ouais, il est beau, ça a l'air sympa et tout. Je me suis dit, j'achèterai le tome 1 plus tard. Et puis, en faisant mes recherches, je me suis acheté le tome 1. Et là, après avoir lu le tome 1, je me suis dit, non, mais il me faut le tome 2. Il n'y a pas moyen. Vu que j'ai déjà le tome 3, vu que j'ai déjà le tome 2, autant acheter le tome 3 et comme ça, je lis la série parce qu'en fait, c'est vraiment très intéressant. Alors, vous parliez de plumes pour les œuvres que vous avez présentées. Alors, je dirais que la plume est très agréable, très simple. Elle est pas plus poétique qu'une autre, mais elle sait te mettre face aux enjeux des personnages et elle sait te faire comprendre son univers et ce qui se joue en fait pour chacun des personnages, parce que chaque action, chaque décision qu'ils vont prendre, en fait, ça va jouer sur ce qui va se passer après. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui. Voilà pour mon avis sur ce tome-là. Donc, si vous aimez les mondes immersifs, complexes, portés par des personnages nuancés et en constante remise en question, et qui un jour devront décider de leur destin, c'est aussi une histoire de destin, ce roman devrait, à mon avis, vous plaire autant qu'à moi. Voilà. Eh ben, écoutez, ce sujet de la royauté a été quand même assez diversifié avec nos œuvres. Ouais, c'est vrai que c'était très différent. Ouais, mais c'est super riche du coup. Ouais, tout à fait. Mais pareil, Aurore, petite question, qu'est-ce que tu mettrais de royauté dans Le Voleur par rapport au thème? Donc c'est Le Voleur de la Reine et à part les personnages en fait justement qu'on suit dans le tome 1, tous les personnages qui sont évoqués sont soit un roi, soit une reine. Et vraiment, ce sont vraiment des complots liés à la royauté, à qui va succéder à qui, à comment est-ce que les alliances vont se faire entre les différentes régions. D'accord. Ok. Et toi, Camille, tu nous l'as dit, le rapport avec la royauté? Ouais, j'ai peut-être un peu triché. Il y a des sœurs qui se disputent une couronne. Non, alors, c'est vrai qu'il y a ce côté mythe, où c'est plus des princesses, c'est les filles du dieu principal, donc ça les rend, elles ont un statut spécial. Mais en fait, c'est surtout que on suit une sœur qui s'appelle Kaeline, qui cherche à retrouver sa sœur Rivelyne, parce que les autres sœurs veulent la tuer. Alors, les autres oui, d'accord. Super sympa. Et la sœur Rivelyne, par contre, elle s'est mariée à un roi, elle s'est installée dans un royaume, et donc elle fait face à tout un complexe d'intrigues, de concurrents. Surtout, alors c'est pas vraiment entre les royaumes, mais c'est plutôt des luttes intestinales. Royaume-là, elle est complètement parano. Enfin voilà. Donc en fait, c'est beaucoup autour de ce personnage-là qui est devenu reine et qui est sous la menace de ses autres sœurs. D'accord. Ok. Eh ben, écoutez, la royauté, c'était assez vaste comme thème, faut reconnaître. Alors là, on a vu la royauté sous tous ses angles. Et puis voilà, on a même vu la royauté du peuple. Parce que mon roman, c'est vraiment une histoire de peuple, en fait. C'est vraiment l'empire en lui-même qui raconte son histoire. Mais c'est plutôt bien que aussi, l'empereur qui raconte l'histoire. C'est bien aussi. Tout à fait, ça montre que toute la royauté peut se jouer à différents niveaux, en fait. Et par le bas aussi. Tout à fait, puisqu'ils cherchent justement à se rebeller et à soulever le gouvernement dans lequel ils sont. Donc, le gouvernement. Avec un empereur complètement starbé, je crois pas qu'il y a de gouvernement. Mais bon, bref. Mais je vous conseille quand même de le lire parce que c'était vraiment, vraiment très, très sympa. Alors voilà, on vous a présenté nos 4 recommandations autour de la royauté. Bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a plein d'autres livres qui peuvent plus ou moins illustrer ce thème. N'hésitez surtout pas à revenir vers nous pour nous faire vos propres recommandations autour du thème, les livres qui vous ont marqué autour de la royauté et que vous pourriez nous recommander. N'hésitez vraiment pas à le faire. Et maintenant, on va passer à nos lectures du moment. Mesdames, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Aurore. Alors, je lis La tisseuse de mélodie de Sarah Abbasi, le tome 1. Je l'ai quasiment fini, là, je pense que je l'aurai fini ce soir. Et c'est
incroyable. D'accord. C'est tellement, enfin, en tout cas, je sais que tu l'as lu, Amélia, mais moi, je le trouve super bien écrit. C'est très agréable à lire et pour le coup, le rapport avec la musique est tellement beau, tellement intime que je trouve ça magnifique. Oui. D'accord. Et je trouve les personnages assez attachants à leur façon. Mais oui, Ok. c'est très réaliste, Alors moi, la méfiance et tout, c'est trop bien fait. C'est très très bien fait. Alors moi, je sais que j'ai entendu des avis différents du vôtre par rapport à ce roman. Il y en a qui disent qu'en fait, c'est trop poétique, c'est peut-être pas le terme, mais que l'écriture, la plume, mais elle peut un petit peu rendre les choses plus perplexes dans la compréhension du texte. Vous l'avez ressenti, vous ? C'est que il y a beaucoup de descriptions en fait. Il y a beaucoup de descriptions D'accord. et il y a beaucoup de mots. Enfin, ce que je trouve agréable au contraire, c'est que c'est une écriture Enfin, c'est pas une écriture où ça fait tchac 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 et on va direct au bout de l'idée. Au contraire, on a des descriptions, on a des développements sur les sentiments, des choses comme ça qui sont des phrases plus longues. On n'a plus l'habitude de ce genre de phrases. C'est ça. D'accord. La plume, en fait, elle est très accessible. Et l'autrice, en fait, elle immerge vraiment dans l'univers de la musique. Donc, il va y avoir toute l'imagerie de la musique, du solfège, des instruments. Mais pour moi, c'est pas difficile d'entrer au niveau littéraire dedans. C'est pas compliqué. Ok. Faut juste être réceptif à des phrases effectivement un peu plus amples. À l'abondance, quand même, oui, je suis d'accord, de description, notamment quand il y a une mélodie qui est jouée, on va bien la décrire. Quand il y a certains des espèces de combats magiques, il va y avoir une bonne part de description, mais sinon, c'est pas plus compliqué que ça, à mon sens. Ok, et on ressent bien, du coup, tout ce qu'elle essaye de décrire ? Pour moi, oui. Oui, okay. Oui. C'est vraiment très bien fait, très bien écrit. Ok. Bon, vous m'avez dit qu'il y avait une petite histoire d'amour, une relation dedans. Peut-être je pourrais le mettre dans le concept du mois prochain. Peut-être. Oui, en effet. On peut y aller. Va savoir. Enemies to Lovers, c'est ça ou c'est quoi Oui. Je crois que c'est ça, parce que c'est pas le fils du roi ou quelque chose comme ça. Et elle, c'est une tisseuse... Enfin, c'est une tisseuse de mélodie, oui, mais je crois que ça joue sur le destin des gens. Oui, exactement. En gros, elle et lui sont liés par le destin. C'est une espèce de prêtresse. Oui, c'est ça. Elle, c'est un peu comme une prêtresse. Mais ils sont liés par le destin, ils savent pas complètement pourquoi, ni... Et j'ai pas encore lu la fin du 1. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté... Et c'est pas un fils de roi. Ils vont devoir... D'accord. Ils vont devoir collaborer pour... Ok, donc lui, il est pas dans Moi, je dirais reluctant allies to lovers. Ils sont pas d'accord pour être alliés, mais ils sont pas ennemis pour autant pour moi. Ah, mais oui, moi j'avais dit cette nuance parce que je sais qu'il y a des gens qui sont de plus en plus déçus. Ouais, c'est ça. Ils sont forcés. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui se plaignent sur le enemies to lovers, on l'emploie tout le temps et ils sont pas vraiment ennemis. Donc moi, je reprécise juste, ils sont pas ennemis, ils sont juste pas d'accord pour être ensemble, mais ils ont pas tellement le choix. Ok, c'est ça. Ça marche. Bah, si tu le prends pas, Jess, je le prendrai parce que moi, j'ai toujours pas commencé. Mais je sais pas encore trop ce que je vais choisir, en fait, parce que on en parlera hors caméra, parce qu'on va quand même pas tout vous dévoiler aujourd'hui. Ah, mais non. Mais je pense que vous avez plus ou moins compris le thème qu'on allait aborder au mois de février. C'était attendu. Mais pour le coup, j'ai failli le prendre pour... c'est le petit moment confession. J'ai un autre club avec les petites mamies de ma ville à la médiathèque. Et le thème de ce mois, c'est la musique. Et moi, je suis pas du tout musique et j'étais perdue. Et j'ai failli prendre celui-là. Finalement, j'ai lu une valse pour les grotesques. Guillaume, je ne sais pas prononcer son nom. Franche de Vulcain. Ok. C'est Chamanadjian ? Non, oui, c'est ça. D'accord. Et qui a écrit aussi La Tour de Garde avec... Okay. Donc si vous aimez les textes un peu musicaux et qui le rythme de la musique dans l'intrigue aussi, celui-là il est génial, quoi. Ok, c'est donc le livre que tu es en train de lire en ce moment ? Non, je l'ai fini, mais là je suis, tu sais, moi je lis toujours 4 livres en même temps. Comme moi, t'inquiète. Moi je vais vous en citer 3, non 4. Non 4. Non, j'ai un audio que j'écoute en
qui s'appelle Ilos, qui est de Marion Brunet. D'accord. Il y a eu plein de prix et franchement, j'en ai entendu parler. Il est incroyable. Enfin, Marcel sous la mer, dans un monde. Je l'ai pas encore lu. Apocalypse. C'est chez PKJ. Ouais, c'est ça. Et franchement, il vaut trop le coup. Enfin, vraiment, c'est incroyable. C'est de l'anticipation, c'est pas de la SF. Il y a rien de lointain, mais tu suis une plongeuse parce que la ville de Marseille est sous l'eau. Et puis voilà, d'autres ados qui font le service d'un malfrat qui profite de la pagaille qui règne sur Marseille. D'accord. Et ils ont créé une petite bande pour s'en sortir dans ce monde un peu hostile. Ils ont plus de parents, enfin voilà, mais ça reste hyper réaliste. Ça fait beaucoup réfléchir aux enjeux environnementaux. Enfin vraiment, c'est une pépite. J'avale les chapitres. Je l'ai commencé, je crois qu'il y a que 2 jours, mais il est vraiment très. D'accord. Sinon, j'en lis un de l'Arche des Songes. T'inquiète. Mais qui est très cool. Et le vœu de la pitié, il s'appelle. Ok. Le vœu de la pitié. Vraiment, il y a plein de références à plein d'univers fantasy, SF classique. Des petites références à Game of Thrones qui passent par-ci par-là. T'as un personnage qui s'appelle Sam, comme par hasard. Enfin, il y a des petites choses comme ça qui font vraiment penser à plein d'univers fantasy. Super sympa. Et je lis aussi Mexican Gothic. Oui. Manoir hanté, famille maudite. Classique. Un peu trop classique pour moi, mais c'est sympa. Pour l'instant. Ok. Et Amélia, qu'est-ce que tu lis, toi, de ton côté ? Alors, j'ai une malédiction. À chaque fois qu'on fait un book club, je suis entre 2 lectures. Donc, je n'ai pas encore commencé. T'as pas fait ton choix. Alors, moi, j'ai toujours besoin d'un petit temps entre 2 lectures. Je peux pas enchaîner les lectures. Donc, c'est pour ça, peut-être, des fois, je suis un peu lente. Mais du coup, là, j'étais entre 2 lectures. Mais je vais ouvrir. J'ai choisi de lire, là, prochainement, je pense que je vais commencer demain dans la journée, Anathema de Kerry Lake. C'est édité chez Iras, donc le label BMR. C'est une romantasie gothique avec une forêt obscure, des interdits, une magie dangereuse. Intéressant. Ah, faudra que tu nous en parles. Je l'ai mis dans ma wishlist, donc autant que je sache de quoi il parle. Tu disais, pardon ? Je le ferai, un petit retour. Ok, ça marche, pas de souci. Alors, donc, moi, si je fais mes comptes, qu'est-ce que je lis en ce moment ? Alors, en livre papier, commençons par ça. Je lis le tome 2, enfin, de Podam. Ça y est, j'y suis. Trop bien. Et en 2 jours, j'ai lu 200 pages. Bon, c'est pas une vitesse très rapide, mais c'est un peu lent là pour le début. Par contre, j'avoue que par rapport au tome 1 où les choses s'étaient peut-être précipitées plus vers la fin aussi. Mais là, c'est pareil, on a plusieurs parties dans le texte qui font avancer l'histoire et on en découvre un petit peu plus sur les 4 personnages qu'on avait laissés à la fin du tome 1. Donc je ne vous spoilerai pas, ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, j'aime toujours autant. Et puis le livre est tellement magnifique qu'on ne peut que craquer sur cette histoire. Donc si vous voulez en savoir plus sur le tome 1, n'hésitez pas à réécouter. Je pense que c'est l'épisode du mois de juin où on avait fait comme thème la réécriture de contes. Voilà, ça c'est pour le livre papier. Ensuite, en livre numérique, je lis Le Sanctuaire de Ilona Andrews, publié chez Bookmark. Alors, je pense que c'est rattaché à une autre histoire. Je crois qu'une des héroïnes récurrentes de cette autrice, c'est Kate Daniels, je crois. Mais pour l'instant, je suis pas perdue. J'ai pas lu les Kate Daniels et je suis pas perdu plus que ça dans l'histoire et je trouve ça plutôt sympathique. Et sinon, lecture audio, j'ai écouté un livre, franchement, je me tâte à l'acheter en papier tellement j'adore. C'est The Dagger and the Flame, excusez pour la prononciation, de Catherine Doyle, qui est publié chez Bayard Jeunesse et que moi j'écoute donc sur Audible. Et là, on est sur l'histoire donc des dagues
et des CAP, qui sont deux grands groupes dans le monde dans lequel on est dans l'histoire. Et les DAG sont des tueurs, des assassins, et les CAP sont des voleurs. Et notre héroïne, Serafina, j'adore ce prénom, se retrouve en fait orpheline après avoir assisté à l'assassinat de sa mère et à la mise au feu de sa petite fermette de campagne. Et sentant qu'elle est en danger, elle cherche du coup à se protéger et à trouver un lieu où s'abriter, et elle se dirige du coup chez les CAP, qui sont une communauté de voleurs. Et pour l'instant, j'ai dû en écouter entre 30 et 45%. Je pourrais pas trop vous dire parce que je crois qu'il fait presque 12 heures et je dois en être à presque. J'en suis à un peu plus de 7 heures qui me reste d'écoute. J'en suis au chapitre 20 et franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Pour ma lecture, mes lectures, donc ça fait 3. C'est déjà pas mal, hein. Faut peut-être que j'arrête, hein. Mais au moins, c'est pas les mêmes supports, donc c'est plus facile. Comme ça, chacun a son moment d'écoute ou de lecture. Voilà. Exactement. Pour nos lectures. Et voilà, on arrive à la fin de ce 13e épisode du Book Club. Pour donc la nouvelle saison 2026, nous vous avons présenté des recommandations sur le thème plus ou moins respecté de la royauté, et nous vous avons présenté les livres que nous sommes en train de lire. Voilà. Ce nouvel épisode de podcast est fini. J'espère que cela vous a plu, que vous avez fait le plein de nouvelles découvertes pour compléter vos wishlists de livres. Si vous avez aimé ce book club, alors n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également nous retrouver sur YouTube et sur nos pages Instagram, dont les liens sont dans la description. Si vous avez des questions ou si vous voulez partager vos propres recommandations, vous pouvez aussi nous envoyer un mail à ducappuccinoetdesLivres@gmail.com. Nous serions ravis de pouvoir vous lire. Merci Aurore, Camille, Amélia pour ce nouvel épisode. On se retrouve le mois prochain. Au revoir. Bonne soirée. À toutes. Salut, bonne soirée. Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour la suite.